Bonjour à tous et bienvenue sur La Ruche Média. Aujourd'hui, je suis avec Boualem Sansal. Alors, on ne le présente plus? On le présente encore? Si, on vous présente. Bon, écrivain. Bon, oui, ben, Si, voilà, écrivain Boilem majeur. Sansal, écrivain, Écrivain majeur, algérien, écrivain qui a un vrai algérien, regard sur la politique, sur le qui, monde, sur ce qui se passe en France. qui essaye, voilà, qui cherche un peu, qui essaie de comprendre, voilà. Et D'apporter surtout de des... dire Oui, ce qu'il a pu comprendre, il essaye de le transmettre, oui, c'est voilà, ça. pour faire des débats. Des... Mais ce qui est intéressant, c'est que vous nous poussez à la réflexion. Au-delà de la transmission, qui est Oui, fondamentale déjà. les sociétés modernes ne réfléchissent pas beaucoup. Elles vivent dans le confort, elles sont très organisées. Mhm. Il y a une division du travail au sein de la société. On dit, bon, on délègue, ça c'est aux philosophes à eux de réfléchir, ça c'est aux politiciens. Ça... Oui, oui, Voilà, oui, c'est et corporatif. quand on n'est ni politicien ni philosophe, eh ben, on fait rien. Voilà, c'est ça. On attend. Alors, tout le monde doit réfléchir parce que chacun doit défendre sa vie. C'est la vie de sa famille. Et Et puis c'est nous ensuite, qui menons nos propres vies. voilà, exactement. On ne va C'est pas ça. compter C'est en pour ça qu'il faut permanence que sur tout le tout et tout le monde. monde. Voilà. Et pour ça, alors, on a un média qui est formidable. C'est bon, les médias, le journal, tout ça. Mais on a les livres aussi pour lire, pour C'est réfléchir. très important. Voilà. Et d'ailleurs, vous en publiez là. Voilà. On est chez Gallimard aujourd'hui, d'où cet endroit fastueux et très joli. Le train d'Erlingen qui vient de paraître et où on parle d'un train qui va dans une ville, qui se dirige vers une ville un peu imaginaire. Il y a une conversation entre une maman et sa fille. C'est structuré d'une première partie d'une conversation et d'une deuxième partie sur une autre conversation-réponse, à peu près. Mais l'idée autour de ce livre, surtout ce qui m'a vraiment frappé à la fin de la lecture, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous nous enjoignez à l'esprit critique. Est-ce qu'il faut absolument développer cet esprit critique en tant qu'être humain? Alors, la première étape, c'est de savoir. Il faut donc s'informer, voilà. Ouais. Pour pas Parce que, critiquer dans le vide. voilà, pour ne pas critiquer dans le vide. Et la critique c'est une ingénierie cérébrale compliquée. Parce que pour pouvoir critiquer, il faut savoir beaucoup de choses. Il faut avoir l'information, puis il faut avoir des grilles de lecture, il faut avoir des logiciels pour traiter cette information et des objectifs. Enfin, voilà, vous voyez que c'est un processus C'est un processus. très, très compliqué. Alors voilà, là on essaye, je ne dis pas de mâcher le travail aux citoyens lambda, mais essayer de l'informer, de lui donner quelques grilles de lecture, quelques indications pour qu'après il puisse se dépatouiller. Voilà. Avec toutes les informations dont il est affublé toute la journée. Voilà. Parce qu'on est dans une société de la communication. Absolument. Il est impératif aujourd'hui, dans les sociétés organisées, tout est compartimenté. Hein. Oui. Le médecin, c'est le médecin, l'ingénieur, etc. Avant, on va dire les élites étaient tout à la fois. Je ne sais pas, par exemple, Averroès c'était théologien, médecin, mathématicien, géographe, tout. Couteau suisse. Voilà, jusqu'au 19e siècle, les gens étaient comme ça. Hein. Quelqu'un comme Pascal, c'était un mathématicien, un théologien, un romancier, un poète, etc. Aujourd'hui, on est confiné dans des... Donc, il faut, pour conduire une vie c'est compliqué. Elle est insérée dans un univers compliqué, celui d'un pays, de l'humanité. On a besoin de savoir beaucoup de choses. De plus en plus d'ailleurs, bien De sûr. plus en plus. Alors là, par rapport à mes autres romans, 2084 par exemple, qui lui ne regardait le monde qu'à travers, disons, la question de l'islamisme qui va gouverner le monde, enfin, ce qu'on peut supposer. Là, on réintègre le tout dans le tout. Il y a l'islamisme aujourd'hui, c'est un danger. Mais l'autre danger, c'est l'écologie, le réchauffement de la planète, c'est la mondialisation, c'est la désertification, c'est la désindustrialisation. Voilà, Oui, vous avez un regard transversal sur toutes les préoccupations d'aujourd'hui. Voilà, évidemment. Regardez, alors on va vous dire, mais quel lien y a-t-il entre l'islamisme et le réchauffement climatique? Eh ben, c'est très simple. C'est que si la Terre continue à chauffer comme ça, dans quelques années, la fonte des glaces, etc., les terres vont être submergées. Et parler des flux. Voilà, les flux. Les maladies ensuite vont se multiplier. Donc, dans les pays pauvres qui vont être inondés, eh bien, ils vont partir ailleurs, la migration. Exactement. Donc, dans les zones riches ou qui sont encore des climats tempérés où il est possible de vivre. Et puis, comme il faut ils vont certainement, toujours quand il y a des crises comme ça, des désordres, les gens vont vers Dieu.
Oui. Et donc, on se replie, donc, soit sur son identité, soit sur sa religion. Donc, vous voyez que c'est déjà rien que ces deux questions-là, elles sont très intimement liées. Bien sûr. J'ai l'impression que là, on l'entend de plus en plus, aussi grâce à des livres comme les vôtres, mais il y a certains politiques ou même philosophes qui réfléchissent à la question et qui interviennent dans ce sens maintenant. Il y a une urgence. Voilà, il faut que les gens intègrent tout. Oui. La mondialisation, c'est pareil. La mondialisation, pour que l'homme soit mondialisé, que le français, l'algérien, l'américain, le chinois soient les mêmes, il faut détruire les cultures anciennes. Oui. Il faut détruire les identités anciennes. S'assembler, se ressembler, pas créer de différence en fait. Voilà, et inventer une nouvelle identité. Elle sera quoi cette identité? Le pluriel, citoyen du monde. Mais pas du tout. Ça, c'est une erreur de penser cela. Oui, mais c'est pour ça que je le dis très ironiquement. Hein. C'est que les gens, citoyen du monde, c'est pas mon truc. Voilà, les gens, les individus ont besoin d'une croyance et d'une foi pour pouvoir vivre ensemble. Oui. Mais quelle est la foi dominante aujourd'hui? C'est le judaïsme? Non. C'est le christianisme? Non plus. Non. Voilà. Donc ça va jouer entre, je sais pas, le bouddhisme, l'hindouisme, ces philosophies, et l'islamisme. Oui. Voilà. Et donc, la mondialisation favorise la montée de l'islamisme. Oui, parce que l'individu déraciné, qui n'est plus français, qui n'est plus américain, qui n'est plus marocain, qui n'est plus... trouve un socle commun dans l'islamisme. Il faut trouver un socle commun, et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui l'islamisme se répand à une vitesse farabineuse. Mais dans cette idée de train, justement, vous dites la vitesse. Voilà, justement, c'est ce que j'allais vous dire. Voilà. Il y a l'idée du train. On peut penser à un train grande vitesse qui se dirige vers un endroit qu'on imagine, pas en tout cas qui est très imaginaire, mais on pense évidemment au train autour de la guerre de 40, qui a été totalement insupportable et qui a un souvenir pour nous. Donc cette idée comme ça de la fuite en avant vers un désastre, c'est un peu ce que vous avez voulu dire. Alors ça l'idée. L'idée c'est que quand on est assailli des problèmes, la réaction habituelle, c'est pas de se prendre en charge, c'est d'appeler au secour. Oui. Ça c'est bon pour un enfant. De se sentir victime. Un enfant qui tombe, je sais pas, il tombe dans un truc, il a bobo, il pleure, il appelle sa maman, et il appelle l'adulte pour venir le sauver, le cajoler, mais quand on est un adulte, normalement, quand on est dans un problème, on essaie de se dépatouiller tout seul. Bien sûr. Hein? Or, aujourd'hui, nous nous comportons dans des sociétés modernes comme ça, comme des enfants. Comme des grands enfants. Des grands enfants. On attend tout de l'État, on attend tout de ceci, on attend tout de son syndicat. Et petit à petit, on se déresponsabilise et on compte sur les autres. Alors, finalement, si effectivement il vient, il vous aide et tout ça, vous êtes reconnaissante et c'est très bien. S'il vous dit, mais écoutez, moi je peux rien faire pour vous, vous allez le haïr, vous allez le tuer. Oui, bien sûr. Salaud, tu dois m'aider. Tu dois m'aider. Tu le fais pas, c'est ta faute. Tu dois me responsabiliser. Et ainsi de suite. Et donc, voilà, ça c'est ça. Alors, le train, c'est le secours, c'est ça. Il y a une allégorie à travers. Il y a une allégorie, c'est qu'effectivement, le train peut venir vous sauver, donc il vient il vous amène de la nourriture par exemple, il va vous amener, vous tirer de là et vous amener là-bas. Mais il peut aussi vous amener dans les camps de la mort. Exactement. Il peut vous amener quelque part pour faire de vous un esclave. Voilà. Donc le secours, il faut toujours se méfier. Exactement. C'est un couteau à double tranchant. Et puis mais même dans le premier cas, quand il vient vous secourir, il vous déleste de votre responsabilité, de votre dignité d'homme. Et puis peut-être qu'en allant plus loin, il peut même vous dire un jour, tu me dois ça. Ah oui, mais absolument. Tu es mon nouvel esclave, je t'ai aidé. Mais absolument. Voilà, absolument. Donc ça va très loin. Et puis ça entraîne des ressentiments. Regardez par exemple en Algérie, colonisée par la France et tout ça. Aujourd'hui, les Algériens, ils viennent en France et ils estiment qu'on leur doit tout. Oui. Attends, mais pourquoi tu m'as fait une guerre pour te libérer. Et tu viens chez moi, tu dis que tu dois m'aider parce que c'est à cause de toi qu'aujourd'hui j'ai les bras cassés. Oui, et alors au lieu de se remettre peut-être en question, de faire une résilience. Absolument, voilà. Mais justement, quand on lit votre livre, on est très proche on sent votre amour pour Kafka. Il y a le mot métamorphose dans le titre, où la métamorphose de Dieu, donc rien n'est au hasard. Il parle de la transformation lui aussi. Vous pensez vraiment que l'être humain, parlons par exemple du peuple algérien par rapport à ce que vous me disiez là, peut se transformer? C'est un mot aussi important dans le vocabulaire macronien. Il dit toute la journée pas réforme, il dit transformer. Est-ce que l'être humain peut se transformer? De lui-même, c'est très difficile. De lui-même, voilà, c'est très difficile. Mais l'environnement le transforme. Oui. Force.
Oui, de force, enfin, ou par l'éducation. Voilà, vous prenez un petit Africain qui vit dans la brousse et qui joue avec les sauterelles, les trucs, les machins. Vous le mettez à Paris, vous revenez 3 mois après, c'est un petit parigot avec l'accent parisien. Il s'adapte, en fait, on s'adapte. Voilà, oui, voilà. En fait, nous, il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Lui, il joue, il sort, il joue avec les copains, mais des forces autour sont en train d'agir. Il entend des trucs, des machins. Voilà, 3 mois après, c'est un petit Parisien. Oui. Voilà. Et donc la transformation est opérée. Voilà. Et donc contre nous-mêmes finalement. Et voilà, c'est comme la mondialisation. Est-ce qu'on reçoit des injonctions de la mondialisation? Non, c'est vrai. Mais c'est un mécanisme par la publicité, par ceci, par des choses, etc., etc. Le développement de l'avion qui nous permet aujourd'hui d'aller partout, donc de relativiser. Rien n'est loin, bien sûr. De relativiser les choses. Bon, vivre ici ou là-bas, c'est la même chose. Donc être américain ou français, c'est la même chose. Et comme on mange presque tous la même chose grâce à cette mondialisation. Oui, absolument. Donc le monde se transforme autour de nous et il nous transforme. Oui. Et ceux qui résistent, qui à un moment donné se rendent compte, ils disent moi j'ai pas envie d'être comme un Américain, manger 8 steaks par jour, du coca, des coca. Non, je veux vivre autrement. Il ne peut pas, il faut qu'il entre en dissidence. Oui. Et là il devient dangereux pour la société. On n'aime pas quand on désobéit. Non. La société, elle vous donne un cadre. Entre deux rails, tu peux bouger un peu. Oui, pas trop. Mais pas trop. Justement. Trop, on te met contre le mur et on te fusille parce que tu deviens un danger pour toi-même et pour nous. Oui. Surtout qu'on déséquilibre un petit peu les instances. Absolument. Et il y a un autre auteur que vous aimez beaucoup qui s'appelle David Thoreau qui parle de la désobéissance. Ce week-end, on a vécu une petite désobéissance. Est-ce que vous le vivez comme ça, les gilets jaunes? C'est une désobéissance, les gilets jaunes? C'est super important, ça. Thoreau nous a appris donc, en son temps qu'en réalité, nous le savons depuis longtemps, que nous sommes le pouvoir. Mais un pouvoir a besoin d'un instrument, sinon, quel pouvoir? Oui, tout seul dans sa chambre. Comme ça, je sors dans la rue, je dis j'ai du pouvoir, mais lequel? Bon, donc, alors c'est très difficile pour des citoyens séparés, qui n'ont pas de lien entre eux. C'est cette idée de, je ne sais pas comment elle chemine, de la désobéissance civile. À un moment donné, les gens, par télépathie peut-être, ou par... puis ensuite, il y a des signaux, effectivement, qui sont envoyés pour que... C'est de dire, voilà, demain à telle heure, à partir de telle heure, on va désobéir. C'est une force terrible. C'est incroyable, hein? Ah oui, non, mais ça... C'est un succès populaire. Énorme. On n'a pas encore exactement les chiffres parce que c'est pas maintenant, structuré, mais... Si les gens, par exemple, décidaient de remettre ça... Oui, mais samedi prochain, oui, normalement. Le pouvoir tombe. Voilà, c'est ça. Ça inquiète. Le Chili, c'était comme ça, la désobéissance civile des camionneurs. Donc, je sais pas, ça s'est fait, ils ont décidé comme ça. Spontanément. Spontanément. Oui, parce que là, on entend que si ça n'est pas structuré, la spontanéité ne suffira pas. Est-ce que c'est une façon, de la part du pouvoir politique, de dédramatiser un petit peu ce qui est en train d'arriver? Oui, c'est normal. Donc, non, organisé, c'est pas forcément de manière hiérarchique. Hein. Oui. Les fourmis sont très organisées, mais bon, on voit pas de chefs et de sous-chefs. Et pourtant, tout ce qu'elles font est hyper organisé. Oui, c'est clair. Oui, tout à fait. C'est pareil. Et donc, la société, à un moment donné, s'organise sous cette forme-là. C'est des lois mystérieuses qu'on ne connaît pas. Pourquoi, à un moment donné... on décide de les réagir. Gens, tout d'un coup, la goutte d'eau. Ou la goutte d'essence. Oui, plutôt, là, en l'occurrence. Voilà, en l'occurrence. Et c'est vrai que là, ce livre, du coup, par rapport à vos autres livres qui ont vraiment comme 1984, qui est quand même très important... Là, il y a quelque chose de transversal dans la façon d'avoir envie d'éveiller les consciences, parce que vous touchez à plusieurs totems, plusieurs problèmes politiques, etc. Et l'abandon du pouvoir par rapport au peuple. Alors, on a, comme ce que vous disiez tout à l'heure, on doit se faire soi-même son histoire, mais on attend quand même un petit peu d'être entendu, de ne pas être abandonné par les pouvoirs. Est-ce que là, vraiment, le terme est trop fort si on dit que les peuples partout se sentent abandonnés? Si c'est des pouvoirs intelligents, donc, qui savent à la fois travailler avec le peuple, quoi, de manière... sans le forcer, comme on le fait dans les dictatures, où on les met en rang, on les aligne, tu dois marcher comme ça. Ils travaillent avec le peuple, c'est ce qu'on appelle des gouvernements éclairés. D'accord.
Hein, ce qui se passe en Algérie. Ah, pas du tout. Là, c'est mal géré. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien, il ne se passe rien. C'est au-delà de l'abandon. Oui, même pire que ça, il n'y a rien. Pire que ça, c'est incroyable. Il n'y a rien, c'est un truc, voilà. C'est le vent, il peut souffler dans n'importe quelle direction et amener. Il n'y a rien, il n'y a plus rien. Ni président, ni assemblée, ni parti, ni citoyen, ni rien. Une situation unique au monde. Oui, c'est unique. Dans l'histoire humaine, absolument unique. Hein. Bon, donc les gouvernements éclairés, c'est ça. C'est vraiment un gouvernement de citoyens. Oui. Parce que pour être éclairé et comprendre les citoyens, il faut soi-même être un citoyen. Bon. Mais là, dans le monde moderne, il y a voilà, les gouvernements éclairés, il n'y en a pas. Ce sont des gouvernements de castes. Ce sont des castes. La société est organisée comme les castes là-bas chez les hindous, les intouchables, la caste des brahmanes, etc. Là, le peuple est gouverné par une caste. Alors avec Macron, apparemment, c'est une caste d'hommes d'affaires, voilà. Oui, d'énarques, techniciens, technocrates. Voilà, des gens comme ça. Avec Hollande, c'était bon, des castes, on va dire, philosophiques, des gens qui se regroupent autour d'une idée, c'est quasi religieux, le socialisme, c'est comme une religion, quoi. Oui. Elle explique l'univers, elle promet des lendemains chantants, fleuris. Le paradis, voilà. On est positif. Elle a le même discours que dans la religion, voilà, et qui parle toujours de beaucoup de morale, le bien, le mal. Le bien, le mal, mais pas d'argent. Voilà. Surtout pas, parce que c'est pas bien. Voilà, ce que je fais moi, c'est bien, nous, socialistes, qu'on fait, c'est bien, ce qu'ils font, c'est le mal. Oui, donc c'est le mal, donc c'est eux qu'il faut combattre. Ah ben non, on n'a pas à combattre des hommes, on combat la pauvreté, on combat l'ignorance, on combat... Le racisme, l'exclusion... Voilà, pas les gens, pourquoi ils pensent ce qu'ils veulent. Voilà, et donc c'est un gouvernement de caste. Et ça, c'est assez affreux, parce que ces gens-là ne voient que leur intérêt. Oui, ça sclérose en plus. Ça sclérose, et ils partent, enfin pour eux, c'est comme ça. Les peuples n'ont pas de droit. Comment développer un esprit critique, si on revient à ma première question, dans ces conditions? C'est difficile. C'est très difficile. Pour un enfant de 8 ans aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'organisation familiale, c'est l'école, c'est... Les sociétés traditionnelles ont appris à le faire parce qu'elles évoluent lentement. Donc petit à petit, par exemple, le soleil, machin, truc, les journées sont longues, ils n'ont rien à faire. Donc petit à petit, ils ont développé des formes d'éducation, des trucs d'initiation. On dit à l'enfant, voilà, à compter d'aujourd'hui, tu n'es plus un enfant. Voilà. On va faire un rite d'initiation, tu vois, c'est formidable, tu vas devenir un homme. Voilà. Oui, c'est vrai, la bar mitzvah. Ça implique ça. Donc il fait comme certains animaux. La larve qui sort de sa peau, et il y a un papillon. Il y a une mutation. Il y a une mutation. Et là, nous sommes tous, autant que nous sommes, tous en mutation. Et la société traditionnelle fait cela. Oui. Donc elle prend la petite larve, et puis à un moment donné, on estime que le moment est venu, la société observe. Oui. Et les petits-enfants, on dit, voilà, c'est le moment d'enterrer ce qu'il y a avant, c'est fini, on ne peut pas revenir, on ne peut pas rester enfant toute sa vie. Donc il faut maintenant marquer les rites d'initiation qui peuvent durer une journée, 6 mois, une année. On le fait passer dans un autre stade, et là il devient le petit homme ou un homme. Il vit sa vie, et puis à un moment donné, on assure la transition vers l'âge où il n'a plus de responsabilité, il est vieux. Oui. Il est un poids pour la société, il faut qu'il intègre cela. D'accord. Et que, comme dans certains, au pôle Nord, dans certaines tribus, ça ne se fait plus évidemment maintenant, c'est que passé un certain âge, quand les bonhommes commencent à perdre leurs dents, on les abandonne dans la banquise. Ah oui, carrément. On n'attend même pas le décès, il y a un autre rite qui serait celui de la cérémonie de funéraire. Voilà. On n'attend pas ça. Volontaire. Ça fait partie de leur culture qui dit j'ai plus de dents, donc je peux plus manger la viande. Ils mangent la viande crue. Oui. Et je ne peux plus travailler parce qu'ils travaillent beaucoup avec les dents. D'accord. D'accord. Donc comme je ne sers pas à la société. Je ne sers pas à la société, donc et voilà, on discute et la personne a dit bon, je crois qu'il est temps de prendre le chemin de truc. Bon, d'accord, on leur fait une cérémonie. Et puis, donc, on amène cette personne très loin dans la banquise. On ne lui laisse même pas de quoi manger une journée. Oui, ben non, l'idée, c'est qu'il ne survive pas.
Ah oui, Enfin, je ne veux pas être cynique, mais... Ah oui, le cynisme, alors c'est affreux. Sauf s'il se débrouille, il peut se débrouiller tout seul là-bas, et là où il est, s'il arrive à se nourrir et à chasser, pourquoi pas, mais s'ils sont vieux, c'est un certain âge. Oui. Donc il y a peu de possibilités que... Et donc c'est normal, alors il meurt, il est enterré, il est frigorifié, gelé, et il disparaît comme ça. Donc la société moderne ne fait plus ça. Oui, non, voilà. Donc on est enfant toute la vie, on est vieux toute la vie, il n'y a plus de repères et donc on ne peut pas donner un enseignement le même de l'enfant qui a 2 ans jusqu'au bonhomme qui a 70 ans ou 80 ans. Bon, donc c'est difficile. C'est uniformisé de quoi qu'il se passe dans tous les pays et dans tous les âges. Oui, c'est très difficile. Et puis, c'est antinomique avec ce repli identitaire qu'on vit tous. Et puis rien n'est stable, on change de pays, on change de ville 20 fois dans la vie, on change de famille, on se marie, on divorce, on se remarie, etc. Donc, pour planter une plante, eh ben, il faut une terre, et une terre adaptée. Complètement. Et donc, nous devons inventer une nouvelle vie qui tient compte du fait que maintenant, le monde est vaste. Voilà, on n'est pas sur une banquise. On n'a qu'un problème, c'est d'attraper des phoques et de les manger. La vie, voilà, il n'y a pas que ça. Oui, non, on ne peut pas se résumer à ça. Alors, on est les problèmes économiques, sociaux, problèmes philosophiques, la santé, l'insécurité, la sécurité. Le sentiment d'insécurité aussi. Et tout. Et donc, l'esprit est perturbé. Et puis, en plus, je crois qu'on vit trop longtemps. Oui, de plus en plus. De plus en plus, on devrait pouvoir, je sais pas, interrompre la vie ou à un moment donné, quand le poids des retraités demain, il va falloir, sur le plan moral, trouver une solution. Complètement. Voilà. J'avais une conversation avec Boris Cyrulnik sur ce sujet, justement. Si la médecine fait des progrès tels qu'à 80 ans, il est costaud au corps, et tout ça, il peut même procréer et tout. Bon, mais on vit longtemps, mais pas forcément en bonne santé, justement. Voilà. C'est là où le poids devient compliqué. Exactement. Et donc, à un moment donné, sur le plan moral, il faudra... Surtout que ça coûte cher maintenant. Complètement, et l'association... Avant, il y avait 10 bonhommes qui travaillaient pour nourrir un retraité, maintenant c'est l'inverse. Oui, voilà. Oui, il y en a beaucoup moins. Donc qu'est-ce qu'on fait? Oui, on va vers des problèmes moraux qu'on ne soupçonne pas, dont on ne soupçonne pas la gravité, et qui vont nous amener à des comportements bizarres. Hein. Si par exemple, à un moment donné, il devient évident qu'on va aller vers ça. Oui. Mais déjà là, on va commencer à avoir peur. Bien sûr. On dit, attends, il me reste 10 ans, ils vont me jeter là-bas, ils vont me foudroyer, ils vont et donc je vais vivre dans la peur les dernières années qui me restent à vivre. Non, il faut que moralement je sois préparé, moi, à accepter cela. Bien sûr, et même, peut-être même à devancer en disant, bon... Et à quitter l'histoire avant, comme disait Charles Aznavour, quitter la table lorsque l'amour est desservi. Voilà. Alors, le train d'Erlingen, c'est un peu tout ça. C'est vraiment que j'ai voulu tout prendre, voilà, les grands problèmes, pas tous, il y en a beaucoup, mais les grands ceux qui nous taraudent en ce moment sont dans le livre. Voilà, qui sont dans le livre, et puis les questionnements que ça pose, sans que... Alors, c'est la difficulté, c'est que de ce genre de roman, c'est que si on part avec ça comme projet, on risque de tartiner des pages de philosophie. Oui, non, mais vous n'êtes pas laissé avoir à ça. Non, c'est une. Alors par contre, il y a un mot là-dessus. C'est une écriture ciselée. Vous faites une dédicace aux auteurs que vous aimez en début de livre. Donc on sent bien qu'il y a une envie de choisir le mot juste. C'est important pour vous, ça, le mot juste. Ah oui. Ça vous empêche de partir dans des logorées. Ah oui, absolument. Il faut être précis. C'est précis. Absolument. C'est de la dentelle, en fait. C'est de la dentelle, oui. Ce genre de roman est très difficile, hein, franchement. Oui, un peu. Non, mais pas tant que ça. On peut partir comme ça dans l'érudition, étalage d'érudition, des débats philosophiques. Il y a un côté nietzschéen comme ça où on peut s'abandonner. Non, donc il faut rester quand même dans la vie. Donc c'est pour ça, voilà. Et la vie, c'est vraiment avec les femmes. Parce que c'est elles qui sont les plus proches de la vie. On le sent, hein, c'est deux femmes qui conversent là. Avec des hommes, ce roman aurait été catastrophique. Souvent on me pose la question, je dis, si vous voulez, moi je peux vous écrire ce roman, je vais l'écrire, vous verrez, il sera affreux. Si on met 4 hommes. Oui, ça serait plus violent. Oui, un bonhomme qui écrirait à son fils qui est à Londres. Là c'est une maman qui écrit à sa fille. Et l'inverse, sa fille qui écrit à sa maman. Non, c'est affreux, voilà, parce que
c'est un discours sur la vie. Donc, les femmes, voilà, quand on relit les bouquins et les paroles des filles et de maman, c'est vraiment, c'est doux. Voilà, c'est doux, c'est des paroles de femmes, c'est toujours positif. Enfin, c'est très fort. Constructif. Voilà. Moi, le discours des femmes me séduit à un point inimaginable. C'est vrai? Oui. C'est bien d'entendre ça. Non, mais vraiment, dans la vie, on voit bien, même si, bon, les images un peu ridicules, mais c'est vrai, elles sont toujours très proches de la vérité, très proches de la vie, très proches des choses. Et vous faites... Les hommes ne le sont pas. Oui, c'est lié, vous pensez à quoi? Une sensibilité peut-être? On est à ce point différent ou c'est... En tout cas, la femme porte ça en elle. En elle, oui. Voilà, elle porte ça en elle. Comme elle porte le monde, pour reprendre les phrases de Florent Pagny. Oui. Et ça, phrase de Kafka à Florent Pagny, vous avez vu? Ouais. Voilà, et ça c'est formidable. Voilà, elle ne se lance pas comme ça dans des logorées, tout ça. Ben, elle est prête à sacrifier. Lui dit si la poste elle ne marche pas. Oui. Un homme il parlerait de la poste et il ne dirait pas la poste ne marche pas. Il ne raconterait pas. Par contre, les femmes sont là. Ben voilà, la poste elle ne marche pas, et puis truc, et puis si. Et des petites choses de la vie. Des détails. Ouais, et comme le diable se cache dans les détails, il y a quelque chose. Voilà, et les hommes partiraient immédiatement sur des discours politico-philosophico, machin. C'est pas l'objet, ça n'existe pas, ça. Là, ce qui existe, c'est ça. Le concret. C'est ça qui existe. Le reste, voilà, c'est pour ça j'avais beaucoup hésité. Puis après, je me suis dit, la difficulté, évidemment, c'est quand un homme fait parler des femmes, donc c'est difficile. Oui, vous avez travaillé comment? Vous les avez toutes entendues? Vous êtes rappelé des femmes qui ont jalonné votre vie? Voilà, c'est ça. Donc on voit, évidemment, à l'âge où je suis, j'ai quand même beaucoup lu, beaucoup vu, donc j'arrive à cerner un peu comment, dans certaines circonstances, les femmes, avec des mots simples, tiennent des discours d'une élévation extraordinaire. Et sur le même sujet, un bonhomme, ils partent de là, et puis à la fin de la journée, tu as dit quoi? Rien. Vous êtes le plus merveilleux des féministes. Ah oui, vraiment, quand je vous entends. Moi, je le vois, et ça c'est extraordinaire. Avec des petites choses, avec des petits mots. D'accord, sans partir dans des théories. Ils sont d'une puissance, c'est incroyable. Heureusement d'ailleurs, sinon voilà. C'est le ressenti. J'ai voulu, je ne sais pas si c'est. Mais c'est réussi. Non, si, c'est réussi, vraiment. Ouais. Moi, je trouve que de différents livres que vous avez écrits sont tous très bien. Mais là, il y a vraiment, j'insiste, un regard transversal. Vous posez des questions qui nous touchent tous aujourd'hui. On se pose des questions. L'esprit critique est en train de se développer petit à petit. Parce qu'on sort un peu des lornières. J'ai l'impression. Je crois que les attentats de 2015, par exemple, ça sera la dernière question. J'ai l'impression, moi, vous me direz ce que vous en pensez, qu'on est sorti un petit peu des lornières par rapport à ça, qu'on nomme, vous parlez de nommer l'ennemi dans le livre, qu'Emmanuel Macron nomme plus facilement l'ennemi que d'autres politiques ont pu le faire avant, en employant des mots comme barbare, islamiste et compagnie. Donc j'ai l'impression qu'on a un petit peu été touché par ce 2015 et qu'on réagit maintenant, on pense un peu. Moi, je pense exactement le contraire. Ah, voilà. Bon, ben, c'est bien, non, mais c'est très bien. Ça m'éclaire. C'est vrai dans certains milieux. Il faut faire de la segmentation. D'accord. Dans les milieux renseignés, Voilà, dans les milieux privilégiés qui, très tôt, ont accédé à la lecture, aux livres, à l'information, qui ont la tête pleine de théories, donc ils sont capables de structurer leurs pensées en fonction d'eux, qui ont de l'expérience, qui ont voyagé, ils ont un bagage extraordinaire. Et donc ils ont développé cette sensibilité de réfléchir, de faire des hypothèses sur qui était un exercice très original. Un être humain est fait pour vivre. Manger. À la campagne, qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il fait à 14 ans, il fera ça à 70 ans. Voilà. Il sort de sa ferme le matin, il roule sa petite cigarette. Oui, c'est basique. Il va biner, il pense à quoi? Il pleut pas. Et la vie passe comme ça. Voilà, c'est tout. Et là, l'histoire a fait que sur une petite catégorie pèse le poids du monde. C'est cette couche qui pense, qui alerte, qui explique, qui prépare le truc.
voilà, les paysans qui là-bas sont dans l'Ardèche, en train de tourner en rond ou à jouer à la pétanque, ben, ici il y a plein de gens comme ça qui pensent à eux et qui disent quand même l'Ardèche, il faudrait peut-être développer ça, il faudra peut-être... ouais, on pense à eux, mais eux ne savent pas qu'on est là et en train de parler d'eux. On est en train de penser à eux. Et de penser à eux, et puis on a fait des plans et qui commencent, ben, ça commence, et puis eux n'en profiteront peut-être pas, mais d'ici quelques années, ces projets vont arriver à maturation et leurs enfants vont en profiter. Bon, voilà. Alors cette petite couche, hélas, elle se réduit de plus en plus. D'accord. Voilà. C'est au XVIIIe, XIXe siècle, ben c'est ces gens-là qui tenaient salon, qui, les Voltaire, les compagnies, qui se regroupaient, qui réfléchissaient, est-ce que l'homme est un animal ou c'est un dieu? Oui, les salonnières tenues par exemple pour Madame de Staël. Voilà. Fabuleuse. Et qui petit à petit se sont dit, bon, mais l'homme, c'est pas un animal, mais c'est pas aussi c'est pas un ange, c'est aussi un diable. Donc il faut lui donner autant de liberté qu'il mérite et le limiter autant qu'il y a d'animalité en lui. Donc on construit une société qui donne beaucoup de liberté, dans beaucoup de contraintes. De contraintes. Ça va avec. Voilà, ça va avec. Ah bah forcément. Oui. Toute liberté implique une contrainte. Une contrainte de l'autre côté, sinon les gens en abusent. Bien sûr. Voilà. Et ils ont fait ça au XVIIIe, XVIIe, et nous on en profite aujourd'hui. La démocratie, la laïcité, cet urbanisme très curieux, les gens, on habite en vertical, c'est inimaginable pour un être humain qui vit sur des millions d'années et vivait les pieds au sol. Oui, complètement. Bon, donc parce qu'à l'époque, les gens se posaient la question, la population va augmenter, donc on ne peut plus construire à l'horizontale comme on l'a fait. Il faut maintenant, mais est-ce que les hommes vont l'accepter? Donc voilà, un travail de préparation, voilà. Et voilà, ce livre tourne autour de tout ça. C'est donner des éléments de réflexion. Et puis, pour la suite. Voilà. Et comme nous, on n'est pas crédibles. Oui, parce qu'on est contemporain. Oui, mais c'est parce qu'on est un inconnu. Ouais. Les gens disent qui? Mais d'où sort celui-là? C'est pas un Algérien de venir vous expliquer que. Pourtant, on vous écoute. Hein. Oui, bon. Ouais. Mais on m'écoute d'autant mieux que moi, je dis, mais c'est Voltaire qui a dit ça, c'est Baudelaire. Oui, complètement. C'est Dino Buzzati, c'est les philosophes, c'est etc., etc. On poursuit un travail. Voilà, et donc. Du coup, ils tendent l'oreille un peu. Voilà, on est plus crédible. Quelquefois, ce qu'on veut dire, on sait le formuler, on sait tout ce qu'il faut faire, mais il vaut mieux le faire porter par un messager plus crédible. Hein? D'accord. Donc en s'appuyant donc sur ces références très fortes, voilà, qui ont bâti les choses. Voilà. Et alors, si on a quelque chose à dire, et si on trouve que déjà quelqu'un l'a dit avant, mais quelqu'un de célébrissime. Oui, on s'appuie dessus, bien sûr. On s'appuie dessus, on dit, ensuite... regardez, et ça on le remarque, c'est tous les gens qui dans leur discours n'arrêtent pas de citer. Oui, pour crédibiliser leur propos. Oui, comme quelqu'un comme Éric Zemmour, il ne peut pas faire deux phrases sans citer le général untel, le philosophe untel. Ça, on se crédibilise avec ça. Bon, voilà, donc je fais un peu la même chose. Et bien, vous allez devenir une référence qu'on va donc citer dans quelques années. Ben, oui, c'est déjà le cas. Ils vont dire comme Boilem Sansal a fait dire à Voltaire, Madame de Staël. Exactement. En tout cas, voilà. C'est passionnant, c'est intéressant, c'est philosophique, journalistique, c'est un vrai point de vue de citoyen. Donc je vous propose de le lire sans attendre, Le train d'Erlingen. Et moi je vous dis à bientôt et je suis ravie de cette conversation avec vous, vraiment. Merci beaucoup. Et bravo pour le prix de la laïcité que vous avez eu récemment, j'y étais. Ah oui? Mais oui, j'y étais, voilà. Donc, mais c'est vrai que je vous ai vu. Ouais? Oui. Vous avez d'ailleurs Robot là. Non, voilà, ces bottes, je peux pas les montrer là parce que c'est compliqué, mais bon voilà, c'est les bottes là, on les voit pas. Voilà, donc en tout cas, parfait. C'est bien. Oui. Et ça passe comment ça? On va se retrouver sur La Ruche Média, c'est un site média et sur lequel j'interviewe des gens qui pensent le monde comme vous, voilà, et qui nous imposent et nous proposent l'esprit critique. Voilà, c'est important. C'est formidable. Bon, je vous remercie beaucoup. Et puis je vous dis à très bientôt et à bientôt sur La Ruche. Merci. Au revoir. À bientôt. Merci.